L'esprit d'entreprendre. Il existe depuis plusieurs années à Dakar un engouement entrepreneurial puissant. Un phénomène qui donne des ailes à de plus en plus de jeunes Sénégalais. Ces derniers sont enclins à créer leur propre société pour pallier aux problèmes de chômage qui existent dans le pays, mais aussi pour répondre aux besoins des populations. La question est de savoir, l'esprit d'entreprendre est-il constant, applicable partout à travers le monde de la même manière? L'autre défi auquel font face les jeunes entrepreneurs sénégalais, c'est la barrière culturelle. Celle-ci crée un fossé entre les habitudes des nouvelles générations et celles des anciennes. On en parle plus en détail tout de suite sur notre plateau avec nos invités, experts en la matière. Chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de ID, votre émission de ITV. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux experts en entrepreneuriat et en économie, c'est bien ça. Alors, Madame Fatou Morgana Diop-Gueye et Professeur Oumar Ba. Alors, comme on dit l'honneur aux dames, on va commencer par les présentations de Madame Morgana. Donc, la question que je peux m'empêcher de vous poser, Madame Morgana, d'emblée, c'est le fait qu'au Sénégal, on remarquera que les entrepreneurs sont souvent, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, vus comme anormaux ou hors de la norme, parce qu'ils ne suivent pas le chemin classique de salariés. Est-ce que vous avez eu ce problème culturellement de manque de soutien parce que ce n'est pas la norme? C'est vrai que culturellement au Sénégal, une réussite, c'est d'être dans un bureau, sous la clim et de pouvoir avoir un salaire à la fin du mois. Moi, quand je suis revenue avec mon époux pour entreprendre, j'avais quand même un travail dans une société de la place. Ça permet de rassurer mes parents. C'est vrai qu'il y a quand même le fait d'avoir un salaire qui nous permet de tenir. Mais je travaillais en parallèle du coup sur cet entrepreneuriat. J'ai eu de la chance d'être culturellement, d'avoir donc deux cultures, sénégalaise et française. Ma mère est entrepreneuse, sa mère également et sa grand-mère également. Donc on a une lignée de mamans très entrepreneuses. Ah, c'est plus facile comme ça. Donc c'était beaucoup plus facile. Du côté de mon époux aussi, ça a été très facile au niveau de ses parents. Donc on a eu beaucoup de conseils et donc faites attention. Mais on a eu le soutien quand même de notre famille pour pouvoir entreprendre. Et on a eu des aides financières également de nos familles pour pouvoir réaliser ce projet. Sans eux, on n'aurait pas pu y arriver aujourd'hui. Ça veut dire que vous avez déjà commencé avec un soutien assez solide, ce qui est très bien. Ce qui est très bien, mentalement, financièrement, et qui nous a permis d'y aller sans pour autant d'avoir peur d'échouer. Ces conseils-là de nos parents. Donc on remercie déjà la famille d'avoir apporté son aide. Professeur Oumar Ba, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Super. Alors, vous êtes professeur en économie, spécialiste en ingénierie financière, et vous êtes chargé de cours à la FASEG, c'est bien ça? D'accord. Donc, économiquement parlant, quel est l'impact de l'entrepreneuriat au Sénégal? Bonjour à vos téléspectateurs. Ce que nous devons retenir, c'est que l'entrepreneuriat est un élément de base essentiel dans l'économie d'un pays, dans l'économie, dans l'espace économique d'un groupe de pays. Et si nous voyons que généralement, lorsqu'on parle de pays développés, l'essentiel de la richesse réalisée dans ce pays, que ce soit aux États-Unis, au Japon, en France, c'est le fait d'entrepreneurs sous forme donc de sociétés, sous forme de petites et moyennes entreprises. L'essentiel de la richesse provenant justement de ces PME, PMI qui sont donc des produits d'entrepreneurs. Donc l'entrepreneuriat est essentiel. C'est pourquoi de plus en plus il faut que les populations, les intellectuels qui sont formés dans les universités, dans les grandes écoles de commerce, les grandes écoles financières ou les grandes écoles d'ingénierie, il faudrait que de plus en plus qu'on s'oriente vers des créations de structures qui vont participer justement à la solidité de l'économie du Sénégal. C'est pourquoi l'entrepreneuriat, c'est un élément important dans le développement économique d'un pays. Ben, ça demande tout un changement structurel, justement, ce que vous proposez aujourd'hui. Absolument. Et tout à l'heure, Madame en parlait en disant que ça permettait de rassurer, de sécuriser la famille, le fait d'avoir un emploi salarié. N'est-ce pas? Tout à fait. C'est resté comme habitude au niveau des pays en général africains, même en France,
si on suit en général les informations, la notion de chômage pèse lourdement psychologiquement en France et ici parce que c'est dans la culture que nous avons hérité au niveau de la colonisation aussi. Ça veut dire que si quelqu'un est en chômage, en fait c'est la galère, mais c'est un peu, psychologiquement c'est la peur. Alors que dans l'esprit des anglo-saxons, en fait, le fait de ne pas être salarié n'a pas d'impact réel parce qu'ils peuvent entreprendre. Et c'est cette révolution que nous devons réaliser. Depuis quelques années, au niveau des formations dans l'enseignement supérieur, évidemment, on forme les étudiants sur le plan au niveau de la faculté des sciences économiques. Nous les formons donc dans des filières de spécialisation. Et de plus en plus dans ces filières de spécialisation, on les prépare donc sociologiquement et psychologiquement à pouvoir être autonomes dans le démarrage d'une activité. Ce qui fait que dans tous les programmes actuellement, il y a les montages de projets, comment administrer des projets, comment manager des projets, que ce soit de petits projets ou de grands projets, mais c'est déjà une culture qu'on est en train de mettre au niveau donc des futurs entrepreneurs qui sont actuellement étudiants dans nos grandes écoles et universités. Inculquer la culture d'entreprise qui aujourd'hui c'est un passage même nécessaire vu comment la société évolue, donc on peut pas le manquer. Mais Madame Morgana, Monsieur Omar a parlé de quelque chose d'important, c'est le chômage. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui touche 4/5 des jeunes Sénégalais. Il y a vraiment un vrai problème de chômage. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui pousse principalement les jeunes à entreprendre? Ça peut faire partie, le fait de déposer des CV un peu partout et de ne pas être choisi, avoir fait des études, parce que c'est important, une fois qu'on a terminé nos études, de pouvoir mettre en acquis ce qu'on a appris à l'école. Les entreprises n'embauchent pas parce que la plupart des secteurs sont bouchés. Donc effectivement, on se dit pourquoi pas monter notre propre entreprise, pouvoir créer, apporter de la valeur, apporter également une solution au chômage, parce que si on crée une entreprise, on emploie également d'autres personnes pour pouvoir pallier à ce chômage-là. Donc effectivement, l'entrepreneuriat aujourd'hui peut pallier au chômage qu'on a envie de créer. Mais c'est important de savoir aujourd'hui qu'on peut tous devenir entrepreneurs, mais ce n'est pas forcément qu'on y réussit tous. Voilà, c'est une école également l'entrepreneuriat, parce qu'on ne suit pas un directeur ou quelqu'un au-dessus de soi, c'est nous qui organisons. Et quand on est entrepreneur, au début, on gère un peu toutes les structures. C'est beaucoup de risques. C'est des risques, effectivement, c'est beaucoup de risques, parce qu'on lâche tout du jour au lendemain pour pouvoir créer une entreprise. Même si on fait une étude de marché avant, on n'est pas sans savoir qu'un jour que ça ne va pas marcher. Parce qu'on a beau créer un business plan, on a beau tout faire, voilà, les risques existent. La réalité est différente de ce qu'on couche sur le papier. C'est différent. Aujourd'hui, on peut créer une entreprise pour qu'elle marche et arriver jusqu'au milieu que finalement, tout ce qu'on avait mis en place ne correspondait pas à ce qu'on a voulu créer. Donc, et ça se passe souvent comme ça d'ailleurs, parce que la théorie est différente de la pratique. Beaucoup d'entrepreneurs échouent. Il ne faut pas montrer que les entrepreneurs qui réussissent. Il faut parler également de ceux qui n'ont pas réussi. Et on entreprend plusieurs fois. Il y en a qui vont entreprise d'entreprise. Une fois, ça ne va pas marcher. Une deuxième fois, ça ne va pas marcher. Une troisième fois et vice-versa. On a aujourd'hui, par exemple, le fondateur de Alibaba, qui est aujourd'hui, en tant que tous entrepreneurs, on connaît son histoire. Il a déposé des CV partout, il a été refusé partout et il a monté son entreprise après avoir dépassé la trentaine. Donc on n'est pas forcément entrepreneur quand on est jeune. On peut le devenir à chaque étape de sa vie. Et l'expérience est importante aussi en tant qu'entrepreneur. Il faut avoir évolué dans une entreprise qui permet de voir la structure d'une entreprise, comment ça marche, comment on manage. Parce que le management est très important quand on est entrepreneur. Gérer les ressources humaines, c'est ce qui est plus difficile dans l'entreprise. Bien sûr. Parce que chaque personne a ses humeurs, chaque personne est différente et il faut pouvoir toutes les manager pour créer une culture d'entreprise. Et c'est grâce à ces ressources humaines-là qu'on fait avancer son entreprise. Sans eux, on ne peut pas aller aussi de l'avant. C'est important. Exactement. Ouais. Madame Morgana a dit quelque chose d'important. Monsieur Baël a dit, tout le monde peut entreprendre, mais ce n'est pas tout le monde qui réussit. De nos jours, tout le monde veut être son propre patron. On peut le dire, c'est comme un phénomène de mode chez les jeunes. Oh, je veux être mon propre patron, je veux pouvoir décider moi-même, etc. En tant qu'économiste
et expert en questions de finances. Est-ce que vous pensez vraiment que tout le monde devrait entreprendre? C'est quoi les qualités en fait d'un entrepreneur? Évidemment, toute personne qui désire développer quelque chose donc, a la possibilité d'entreprendre. Mais il y a des critères liés donc, au secteur où il veut intervenir, Il y aura également des critères liés à l'obtention de ressources financières et il y a des critères liés à la situation administrative. Et donc ces points-là, nous allons essayer d'en parler pour voir un peu comment doit évoluer un opérateur, c'est-à-dire un jeune ou une personne adulte d'un certain âge qui veut développer, donc, qui veut se lancer dans un projet d'entrepreneuriat. D'abord, la base, c'est l'orientation, c'est-à-dire quels sont les objectifs recherchés. Est-ce qu'il veut entreprendre parce qu'il a échoué dans l'obtention d'emploi, avec l'augmentation du chômage, les difficultés d'être reçu dans les entreprises, ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui a une conviction? Et l'objectif, c'est surtout ça, c'est-à-dire la conviction de réaliser quelque chose. Une fois que cette conviction est là, maintenant il faut voir les moyens. Et c'est là où les ressources financières doivent intervenir. Les ressources financières dépendront donc du secteur d'activité qu'il veut développer. Et comment le projet doit se faire et quelles sont les différentes étapes de ce projet. Et donc, comment les ressources financières vont être obtenues au niveau familial. On le voit souvent dans les petits projets en général. C'est d'abord la famille, le frère qui est à l'extérieur, qui apporte les ressources, ou alors la famille qui essaie donc de donner les moyens, quelquefois les parents qui vendent des maisons, des terrains pour le démarrage du projet. Et ensuite, la rigueur dans la gestion du projet. Et cette rigueur reposera sur la mise en place d'états financiers, c'est-à-dire donc des états qui font ressortir toutes les transactions du projet. Et ne pas mettre ce projet qu'on le lance et puis on laisse le tout entre les mains de Dieu. Dieu est là pour tout le monde. Oui. Si vous ne faites pas votre travail, mais le travail n'avancera pas. Voilà, exactement. Et donc ça, c'est cette deuxième contrainte dont je parlais. Et maintenant, il faudrait que l'accompagnement financier doit intervenir à travers, nous avons ici les banques, nous avons les institutions de microfinance et nous avons un certain nombre d'organismes d'accompagnement pour les projets. Les banques, c'est un élément très difficile pour un démarrage de projet en vue de bénéficier d'un financement bancaire. Parce que nos banques ici n'ont pas la culture du risque pour la clientèle, contrairement aux pays anglo-saxons. Et c'est là que le phénomène de l'aspect culture rentre en jeu, parce que ici, la culture du risque, comme vous dites, ou la culture de l'entrepreneuriat, elle est toute nouvelle. Voilà. Ou alors, formellement, en tout cas, je pense que de manière informelle, elle a toujours été là. Parce qu'on dit souvent que la dame qui vend les tomates au marché, c'est une entrepreneuse. C'est tout à fait une entrepreneuse, mais de manière formelle, c'est vrai que souvent, les banques ne font pas de prêts aux nouveaux entrepreneurs. N'est-ce pas, Morgana? Oui, tout à fait. Non, elles ne prêtent pas aux nouveaux entrepreneurs. Il faut qu'elles puissent voir comment vous évoluez, qu'on ait des états financiers certifiés, qu'elles aussi puissent avoir de la matière pour pouvoir financer. C'est comme disait le professeur, elles ne prennent pas de risques. Exactement. Il n'y a pas cette culture-là. Voilà. Exactement. Et ça, en fait, comme nos banques n'ont pas cette culture de risque, nous avons, il a été mis en place en général, les institutions de microfinance qui permettent d'accompagner très rapidement les petites entreprises, les TPE, toutes petites entreprises, très petites entreprises, ou alors les petites et moyennes entreprises. Mais à des taux très... Voilà. Mais on a vu que le coût de ces opérations est extrêmement élevé, du fait justement qu'il y a moins de garanties à prendre, mais le risque étant plus élevé. Donc, ce sont des structures, des institutions qui compensent ce risque par rapport à un taux élevé. Et si le taux est très élevé, l'activité d'entrepreneuriat donc ne sera plus rentable. Ce qui fait que beaucoup de structures, beaucoup d'entrepreneurs qui avaient lancé de petites activités n'ont pas pu s'en sortir du fait même justement du coût des opérations avec les institutions de microfinance. Et c'est là où je parle de la troisième contrainte maintenant, qui est constituée par les structures de l'État.
C'est-à-dire que l'État a mis en place voilà, tout ce qui est ADPME, tout ce qui est DER, tout ce qui est FONGIP, etc. C'est-à-dire des structures d'accompagnement pour des créations d'entreprises, pour l'entrepreneuriat, mais également des structures de garantie. C'est le cas du FONGIP. Donc son rôle est de garantir, si vous voulez, l'activité, l'investissement par rapport donc à un financement bancaire. Mais là, à ce niveau, il y a des insuffisances de l'État. Que devrait faire l'État pour mieux accompagner justement ces nouveaux projets, ces nouveaux entrepreneurs? C'est-à-dire l'État peut intervenir en facilitant, si vous voulez, la politique fiscale de ces nouvelles structures. C'est-à-dire que lorsque l'entreprise se crée, si elle se formalise, parce que nous avons beaucoup de structures qui sont informelles, en se formalisant, l'État peut programmer, si vous voulez, donc un différé dans l'application de la fiscalité. Ça veut dire que l'entreprise, pendant les 5 premières années, sera exonérée. Et évidemment, l'État ne veut pas entendre parler surtout d'exonération à l'heure actuelle, oui, avec les problèmes de tension de trésorerie, mais c'est-à-dire que c'est une exonération qui sera rattrapée dans les années à venir et qui permettra justement, à contre-coup, permettra à l'État d'avoir moins d'interventions pour des opérations d'assistance, des opérations de couverture, de lutte contre le chômage, etc. Donc ça, c'est un élément sur lequel l'État pourra travailler. C'est-à-dire qu'on aurait un différé, c'est-à-dire donc qu'on reporterait lorsque l'entreprise sera plus solide, le nouveau projet, et avec des conditions. C'est-à-dire nous allons vous faire une exonération sur 2 ou 3 ans qui seront rattrapées, mais que ces exonérations seront conditionnées par des créations d'emplois. C'est-à-dire donc dès la première année, il faut au moins un emploi. Deuxième année, un deuxième emploi. Et créer un emploi et embaucher des gens. Ce qui permet à l'activité de se développer. Et l'État même pourrait, justement, au niveau de ses emplois, de ses salaires, donc faire une petite exonération aussi des charges sur le plan fiscal, etc. Donc, ce qui permettrait, si vous voulez, à cet entrepreneur de se dire qu'il est assisté au niveau fiscal. Il n'aura plus peur en se disant que si le projet ne marche pas, j'aurai le fisc qui me tombe dessus et c'est une affaire qui va fermer. Oui. Mais justement, parce qu'en fait, on entend souvent parler de 2 écoles quand on parle d'entrepreneuriat personnellement. Il y a cette école qui dit qu'on n'a pas besoin d'argent pour entreprendre, pour commencer à entreprendre. Il y en a beaucoup qui disent que l'entrepreneuriat, c'est y croire, c'est travailler et ensuite avoir les résultats. Et il y en a d'autres justement qui diraient que non, que l'État devrait aider les entrepreneurs à avoir un capital pour ensuite développer leurs activités. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Madame Morgana? Est-ce que vous pensez qu'on devrait compter sur cette aide de l'État pour entreprendre? En fait, au début, effectivement, on a besoin d'argent, mais on n'a pas besoin autant d'argent. Le problème après, c'est les problèmes de trésorerie. Quand j'entends les tensions de trésorerie avec l'État, ça se retrouve partout. Le business marche au début, on fait des ventes, on fait des retours sur bénéfices. Et là, effectivement, les institutions commencent à arriver. Parce que nos salariés aujourd'hui ont des couvertures maladie. Il faut payer tout ce qui est au niveau couverture maladie aux États, il faut payer la TVA. Il y a plein de taxes à payer qui sont effectivement assez lourdes. Et après, le matériel de l'exploitation commence à tomber en panne, il faut sortir les salaires. Là, commence à avoir le problème de trésorerie. Elle arrive au bout de 3 ans. Une entreprise, on dit qu'elle commence à se créer au bout de 3 ans. Si elle passe ce cap de ces 3 années, c'est commence à avoir les reins solides pour pouvoir vraiment se lancer sur le marché, sous la sous-région et être forte. Je pense que c'est à ce moment donné-là qu'on peut peut-être avoir une certaine aide qui pourrait injecter de la trésorerie, qui permettrait de pallier à différents problèmes qui viennent. Mais au début, on n'a pas besoin énormément. Il faut y croire, il faut travailler. Quand entre entrepreneurs, il faut travailler, il faut se lever tôt le matin, il faut aller sur le terrain et il faut amener les équipes aussi. Parce que quand on est un entrepreneur, il faut être un leader. Il faut que les gens puissent vous suivre. Et c'est du travail, ce n'est pas l'argent qui fait l'entrepreneur.
C'est plutôt l'entrepreneur qui va créer après lui son argent. Exactement. En fait, il faut lever, je pense, le voile sur cette utopie que l'entrepreneuriat, c'est-à-dire quand je suis mon propre boss, je peux dormir jusqu'à midi, je peux rentrer, sortir. Non, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que l'entreprise, elle va couler dans quelques années. C'est tout à fait le contraire. Et puis on le voit aussi, les levées de fonds sont souvent données au bout de la 3e ou de la 4e année, quand on fait des demandes de levée de fonds. Parce que ils comprennent, ces gens-là, que c'est à partir de là que les tensions de trésorerie se font ressentir. Nous, on l'a ressenti à Carapid Prestige. Hein. On augmente, la masse salariale augmente, les taxes augmentent, les instituts financiers, et il faut toujours avoir toujours cette image auprès des clients, parce qu'on est dans du marketing aussi. Il faut montrer qu'on est bon. Si on pleure en disant qu'on n'a pas assez d'argent, les clients ne vont pas venir, ils vont dire « l'entreprise là, elle n'est pas très stable ». Oui. Le marketing, c'est de l'argent. Oui. Il faut pouvoir montrer les belles choses, parce que pour vendre, il faut avoir un bon produit, mais il faut étoffer ce produit-là aussi pour qu'on souhaite l'acheter. Ça fait partie de tout ce qui est marketing, comme vous dites. Ouais. D'ailleurs, pour la compléter, en fait, c'est en ce moment, vers la 3e année, que les structures bancaires pourront maintenant intervenir. Tout à fait. Ce qui veut dire que, dans cette intervention, même si les coûts du crédit sont élevés, l'État peut toujours continuer à accompagner cette PME, cette petite entreprise qui est en train de grandir et qui est en train de créer donc des emplois. L'État pourra toujours continuer à l'accompagner en faisant bonifier les taux d'intérêt qui sont élevés. L'État pourrait donner donc, si vous voulez, une subvention de taux d'intérêt. Ce sont les bonifications de taux d'intérêt qui permettent d'avoir à payer moins pour les PME qui sont en train donc de grandir et de se développer. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, en fait, lorsque je parle de l'État, c'est par l'intermédiaire de structures de l'État, c'est le cas du FONGIP, c'est le cas de certaines structures, ADPME, etc. Mais ces structures qui vont intervenir et accompagner la petite et moyenne entreprise, mais leur rôle, en fait, va dépérir au fur et à mesure. Lorsque au bout des 3 ans, l'entreprise aura déjà acquis, si vous voulez, une certaine stabilité, et les banques pourront pouvoir travailler justement avec cette entreprise. Nous, aujourd'hui, je vous confirme, on a eu la chance aujourd'hui de faire partie du mode de financement d'accompagnement de la ADER, qui ont sur tout ce qui est numérique et digital, parce qu'aujourd'hui à Carapid Prestige, on est totalement digital, numérique sur notre gestion de la livraison et de la prise en charge de ces livraisons-là. Et on a été très satisfait d'avoir un accompagnement qui a été mis en place, qui a compris également ces jeunes entrepreneurs, qui a étudié aussi à quel niveau on était dans le numérique, qui va pouvoir aider également nous, nos pays, parce qu'on est dans une ère digitale. Le numérique, il ne faut pas qu'on la loupe. Tout à fait, parce que justement, il y a cet aspect technologique qui fait qu'il y a beaucoup d'avantages à tirer de cette modernisation. On n'est plus en retard comme avec la première révolution industrielle, la seconde. Là, aujourd'hui, on a des développeurs. Moi, je suis à chaque fois étonnée de nos web développeurs, mais vraiment… Ils sont excellents. On est même plus en structure que certaines entreprises françaises sur certains points au niveau de notre web développement. Ils sont bons. Et justement, on parle de développement. Avec le développement de la technologie, de la structure, etc., il faut aussi un développement éducatif pour pouvoir aller vers le développement de mentalité et puis ce changement un petit peu de vision. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez la chance d'être issu d'une famille d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, ce qui fait que pour vous, il n'y avait pas ce choc culturel vraiment entre vos habitudes entrepreneuriales et celles des anciennes générations dans votre famille. Mais vous, Monsieur Omar Ba, qu'est-ce que vous diriez à des parents qui avaient justement dessiné ce chemin pour leurs enfants, les études scolaires, l'université, puis ensuite l'emploi, le salarié, etc. Le jeune adulte, je dirais, arrive à un moment et dit non, c'est pas pour moi, je veux créer mon business. Et là, le parent, c'est la peur, c'est l'angoisse, c'est la panique. Créer ton propre business, mais comment, où, c'est risqué, etc. Qu'est-ce que vous diriez à ce parent-là? Oui, de plus en plus, d'ailleurs, les parents sont ouverts maintenant à cette nouvelle situation qui se présente, surtout les parents qui se trouvent dans les zones urbaines, parce qu'ils savent que ces contraintes d'emploi salarié vont s'amenuiser au fur et à mesure. Et qu'avec donc le nombre de jeunes qui arrivent à maturation pour exercer, donc les créations d'emplois s'avèrent de plus en plus intéressantes. Et
les créations d'entreprises également s'avèrent de plus en plus intéressantes et que donc les parents accompagnent maintenant de plus en plus donc ces jeunes-là, les parents qui sont surtout en zone urbaine. Hein. Mais le démarrage donc d'un projet nécessite quand même une certaine expérience, puisque Madame en parlait tout à l'heure. Et cette expérience, le jeune ne l'obtient en général qu'en passant par une entreprise. Ben oui, oui, voilà. oui. C'est pourquoi ce qui est le plus en plus développé actuellement, surtout au niveau des universités et des grandes écoles, ce sont les stages en entreprise. C'est-à-dire donc l'étudiant peut passer au niveau de stage, prendre beaucoup de connaissances sur le fonctionnement de l'entreprise et ensuite se préparer donc à monter quelque chose. Et le démarrage donc, de son projet sera accompagné, comme on le disait tout à l'heure, par des structures étatiques avec une facilitation sur le plan fiscal, social, etc. Mais que justement, ce projet qui sera développé sera basé dans un premier temps par des objectifs de marché, objectifs de clientèle et puis objectifs de gestion de rigueur. Et à partir de ces éléments, maintenant, voir comment développer donc cette activité. Mais ça, c'est essentiel. Au début, le parent, il a besoin de quoi? Il a besoin d'une sécurité pour son enfant, avoir un salaire, être employé, fonder une famille. Mais, le modèle classique. Voilà, modèle classique, mais qui devient de plus en plus restrictif. Et donc, l'ouverture de l'entrepreneuriat est quelque chose qui va se développer, qui, sur le plan culturel, de plus en plus dans les zones urbaines, les populations s'ouvrent à cette situation. Et maintenant, même au niveau de l'État, ils savent que la gestion de cet entrepreneuriat peut se faire par étapes. On a d'abord les toutes petites entreprises, les TPE, on a ensuite les petites entreprises, et ensuite on a les petites et moyennes entreprises, etc. Ça veut dire que c'est un jalon qui va passer. La personne qui est dans le quartier, qui fait une activité de vente avec son petit magasin, mais c'est déjà une toute petite entreprise et qui devrait bénéficier de l'accompagnement de financement tel que la DER, donc cette délégation, si vous voulez, de financement rapide, permettant justement à cette toute petite entreprise de pouvoir monter par la suite et de pouvoir plus tard se formaliser, parce que la formalisation est essentielle. Et c'est ça qui permettrait à l'économie de pouvoir sortir de cet informel, parce qu'on a un informel extrêmement important et il n'y a pas de retombées aussi bien fiscales pour l'État que de retombées socio-économiques pour les populations. Ça veut dire que chacun se dit que j'ai une activité informelle, donc ça se limite à cette activité informelle. Donc il ne songe pas à son développement et il ne pourra se développer tant qu'il ne sera pas formalisé. Et donc l'accompagnement dont je parlais tout à l'heure, c'est un accompagnement qui passera par justement cette formalisation-là. L'accompagnement, c'est quelque chose d'essentiel quand on veut être entrepreneur, j'imagine. Ma question, je serais curieuse de savoir, Morgana, Carapid Prestige se situe où par rapport au... Est-ce que c'est une PME? Est-ce que c'est une petite ou moyenne entreprise? Après, nous l'avons créé, donc c'est toujours difficile de situer où se trouve aujourd'hui... Par exemple, quand on a la vie extérieure, on a l'impression, on voit Carapid comme une grande entreprise de livraison. Nous, après, moi, je la vois toujours comme ce que je l'ai créée, cette petite entreprise. Bébé. Exactement. Donc aujourd'hui, Carapid Prestige, on est sur une quarantaine de salariés. Voilà, on est sur une flotte importante de scooters, de véhicules. On dessert tout le Sénégal, depuis peu Bamako. Donc, pour moi, c'est une grande entreprise. Après, pour avoir les termes, peut-être qu'on est une petite et moyenne entreprise. On a quitté le start-up depuis qu'aujourd'hui qu'on a nos 3 ans. Voilà, on va passer dans notre 4e année. On est posé, on est en règle vis-à-vis de la loi. On a obtenu également la licence d'exploitation courrier qui nous permet d'être légal dans les services que nous fournissons. Donc, c'est important. On est posé. Voilà. Après, je pense qu'aujourd'hui, on est une petite et moyenne entreprise. Nous, notre but, c'est d'être leader en Afrique, en logistique et livraison express. C'est super. C'est l'étape dont on parlait tout à l'heure. Toute petite entreprise, et puis PME. Et puis maintenant, une entreprise sous-régionale, donc internationale, qui va se développer. Exact. Et ça, l'approche d'accompagnement est essentielle. Voilà. S'il n'y a pas cette approche d'accompagnement,
généralement, le déclin est très rapide. Et c'est donc ce qu'on a vu souvent pour nos entreprises ici. C'est l'entreprise qui repose sur une seule personne. Et que dès la disparition de cette personne, l'entreprise est en déclin. Oui, Voilà. ça arrive souvent. C'est que c'est la personne qui est à la base de tout, qui est à la base de la croyance même de... Qui a C'est entrepris, dur quand on est d'ailleurs. entreprendre de lâcher un peu. Oui. Au début, on fait tout parce qu'on Voilà. pense qu'on peut tout gérer. À un moment donné, Voilà. il faut donner les parties à des personnes compétentes qui ont étudié pour ces choses-là pour qu'elles puissent gérer. Après, C'est c'est vrai important. que Et voilà. Et d'ailleurs, déléguer. c'est Oui, un des déléguer. problèmes que nous rencontrons souvent parce que nos entrepreneurs, nos anciens entrepreneurs de l'ancienne école, qui créent quelque chose, qui entreprennent et qui tiennent quelque chose, qui le développent, on l'a vu, et ça devient peut-être de grandes entreprises par la suite. Mais ces entreprises, pour ces personnes-là, ces entreprises, c'est elles-mêmes, ce sont ces personnes. Oui. Or que l'entreprise a une personnalité juridique il faut se différente. détacher en fait de Voilà. son Ah, entreprise. Ces personnalité entreprises elles sont juridique souvent différente, confondues voilà. entre le prénom de la personne et Et l'entreprise voilà. elle-même. Mais effectivement. et là, vous touchez à un point important parce que c'est difficile quand on crée quelque chose. Vous savez, l'adage qui dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Quand on crée quelque chose, quand on a une certaine vision, Voilà. c'est difficile de s'en détacher et de faire confiance que la personne va mener exactement sa vision à bien. Ouais. Je pense que c'est ça le problème des c'est vrai. entrepreneurs surtout. Après, ça, c'est dans le management. Voilà. Il faut s'entourer de bonnes personnes et leur faire confiance. Parce que Voilà. quand on apporte des personnes à côté de soi, c'est qu'on a confiance en elles. Et il faut leur déléguer, sinon elles deviennent frustrées. Absolument. Et il faut travailler sur une culture d'entreprise. Moi, par exemple, j'aime bien faire les entretiens parce que j'aime quand même savoir, pour certains postes, qui va nous accompagner. Le but est de leur faire comprendre qu'Arapid Prestige est une entreprise sénégalaise pour nous les Sénégalais et être un exemple en Afrique. Voulez-vous être dans cette barque et vous embarquer avec nous? Oui ou non? Oui, ok, je vous fais confiance sur ces aptitudes que vous avez étudiées, montrez de quoi vous êtes capable. Je veux toujours avoir une vérification parce que c'est important pour l'image de ce que je veux véhiculer, mais je vous laisse champ libre parce que je suis sûre que vous êtes capable de pouvoir montrer cette entreprise. C'est comme ça qu'on fonctionne. Que tout le monde puisse discuter, que tout le monde puisse apporter parce qu'on est chacun avec des compétences et on est fort dans nos domaines qu'on a en fait. Qu'on maintient, Et oui. c'est ça, il faut faire confiance. Il ne faut pas avoir de prendre des risques quand Oui. on est entrepreneur, c'est important. Ouais. Quand on a peur de prendre des risques, on ne va pas très loin. Et c'est vrai que le risque, il ne faut pas prendre n'importe quel risque, mais il faut quand même pouvoir les prendre Voilà. des Mais fois. oui, mais c'est Et important. faire confiance, c'est important. Ouais, Parce ouais, que ouais. sans confiance, après on est submergé, on ne peut pas tout On gérer. peut pas tout gérer, Et puis c'est pas comme on dit, possible. on disparaît à un moment donné, on Oui. fait du burn-out, on est fatigué. Exact. Et puis Après, ça s'écroule. Ça Ouais, s'écroule. ouais. Vous avez parlé tout à l'heure, Madame Morgana, de légalisation et puis du fait que vous êtes légale, vous êtes en règle. Ça ne peut m'empêcher justement de vous poser la question parce que vous avez d'abord commencé en tant qu'entreprise pas de livraison seulement, Oui. mais vous faisiez aussi taxi, comment on appelle ça? On dit taxi-moto. Taxi-moto. Vélo-moteur. Exactement. C'est le terme judiciaire. C'est ça, d'accord. Taxi-moto et vous avez été on vous a empêché de continuer dans cette lancée pour des problèmes de légalisation, de droit, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, nous, on a vu qu'il n'y avait pas trop, on ne savait pas trop, on a commencé à communiquer dessus sur nos réseaux sociaux. Donc, on s'est fait convoquer par la cellule du ministère du Transport à l'époque. Carrément. Voilà, nous, on s'est dit super, on a gagné un marché, ils veulent nous donner quelque chose et tout. Non, pas du tout. Ils nous ont dit qu'il faut arrêter. Vous n'êtes pas. Le taxi-moto sur Dakar est interdit. Dans les régions, il est légal, mais pas à Dakar. Les routes existent pour les taxis-motos, mais il y a une procédure. Et cette procédure-là, aujourd'hui, il faudrait qu'on soit très rigoureux sur cette procédure pour pouvoir le faire. Parce qu'on ne peut pas être non plus submergé de motos et de vélomoteurs. À Dakar, ce serait complètement... ce serait plus joli pour la ville et on serait pollué. Voilà. Oui. Donc, ils nous ont demandé d'arrêter, ce qu'on a fait automatiquement, on ne va pas se mettre contre la loi. Et c'est quand même quelque chose qui était très bien pour les Dakarois, parce que nous, on avait beaucoup, c'était une grosse part de marché de taxi-moto. Oui. On déposait les gens sous forfait et sous abonnement. On les Oui. amenait le matin au travail, on les ramenait sur des endroits pressés. Jusqu'à présent, les gens nous appellent pour taxi-moto, mais on Ouais. leur dit que c'est terminé. Ouais. Après, il faudrait peut-être voir une législation, ça pourrait être apporter une solution aux embouteillages dans Dakar, sur l'environnement. Ce serait peut-être à remettre sur la table. Oui. En tout cas, nous, Carapid Prestige, on est prêts à discuter pour voir comment on pourrait apporter
une solution. Et c'est justement pour ça que je vous ai posé la question, parce que vous, en tant qu'économiste, monsieur, vous voyez ce problème-là. Ils ont apporté une solution à un vrai problème des populations, c'est-à-dire la circulation infernale de Dakar, il faut le dire, et une mobilité plus facile. Mais malheureusement, légalement, ce n'était pas possible de pallier à ce problème. Oui, Comment Oui, mais c'est ça. En fait, sur le plan économique, il faut quand même voir quels sont les impacts éventuels donc, de cette politique de transport donc, par mototaxi. Il faut d'abord repartir au niveau des régions, puisque la première région qui avait lancé ça, c'était Kaolack, en son temps, de tout le temps d'ailleurs, qui était d'ailleurs la seule région pendant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la généralisation des Jakarta, les mototaxis dans les régions, provient essentiellement de l'importance donc du chômage que les autorités locales au niveau de ces régions ont noté. Et ils ont cherché une solution simple et rapide en disant que ces jeunes-là, nous allons les occuper à une activité directe et puis ça permet déjà de lutter contre le chômage. Je pense que l'idée était bonne, mais les moyens n'ont pas suivi. Parce qu'au niveau des régions, ce qui est utilisé actuellement comme, qu'ils appellent Jakarta, ce sont des instruments à risque pour les populations. Pourquoi à risque? Parce que, à l'exemple des pays asiatiques, on aurait pu mieux organiser donc, ce système de transport qui permet de régler donc, les transports. Parce que dans les régions, il n'y a pas d'embouteillage. Mais c'est dans ces régions que ça s'est développé parce que c'était pour lutter contre un problème de chômage. Alors qu'à Dakar, parce qu'au niveau des régions, ils peuvent mieux formaliser ça, mieux développer ça avec des motos qui ont un certain nombre de sécurités pour donc les passagers. On peut même prendre 2 ou 3 passagers à l'instar des pays asiatiques, en Inde, en Thaïlande, etc. Hein. Même en Chine, ils ont ces éléments de transport. Donc, qui se passe très bien, ça se passe bien, ça règle les problèmes aussi de déplacement dans les grandes villes. Mais ici, à Dakar, ça va être très difficile, non seulement au niveau du positionnement de la ville de Dakar, ces mototaxis vont augmenter l'anarchie déjà existante dans la circulation. Hein? Bon, une anarchie qui est déjà présente. Voilà. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que le problème de la mobilité à Dakar, c'est un problème qui est lié à la politique donc, de transport. Et c'est aux autorités donc, chargées de réguler le transport. Et au passage, d'ailleurs, je transmets mes salutations au ministre donc, chargé donc, des transports. Voilà. Donc pour montrer qu'il y a une certaine révolution à mettre en place et qui va venir. Nous arriverons probablement dans un temps pas assez lointain à des numérotations, des mobilités par numérotation de véhicules, c'est-à-dire que des numérotations paires et impaires qui vont rouler selon les nombres de jours, etc. Ce serait excellent parce qu'il y a beaucoup de véhicules à Dakar. Nous allons arriver à ça. Nous allons arriver les gens vont aussi... acheter 2 voitures avec 2 plaques différentes. Voilà, absolument, les gens vont acheter. Bon, mais, et puis la régulation donc, de l'âge des véhicules. Oui. Ça, c'est important et il faut qu'on y arrive. Ah oui. Il faut qu'on y arrive. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de contraintes que les ingénieurs du ministère des Transports, ils sont en train probablement de travailler sur tous ces éléments pour trouver des solutions, puisque Dakar ne peut pas continuer comme ça. Non, on ne peut pas être une presqu'île et être une que des villes les plus polluées du monde. Donc, exactement. Le positionnement de Dakar fait que c'est très étroit. Oui, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Et c'est là qu'on revient à cette dichotomie entre l'entrepreneur qui vient répondre à un vrai besoin des populations, mobilité, comme vous avez fait, parce que c'est vraiment un besoin jusqu'à aujourd'hui, et l'institutionnalisation qui ne suit pas forcément et qui ne sait pas encore comment permettre la solution d'être là. Donc il y a quand même un décalage, comme on disait au début, entre les vrais problèmes des populations et où est-ce qu'on s'en va, ce qu'on peut faire, et les institutions qui sont encore un petit peu en retard par rapport à la population, je trouve. Voilà, en fait, c'est tout
le problème d'une administration dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que l'État est confronté à plusieurs urgences. On a l'urgence donc des transports, les urgences donc de situation économique, sociale, etc. Donc l'État fait des arbitrages en général. Mais il est vrai que l'activité de transport, c'est une activité économique qui engendre donc énormément de ressources et de contraintes et énormément de populations également gravitent autour de ces situations. Vous voyez les grands syndicats de transporteurs, les propriétaires de taxis, les transporteurs interurbains, etc. Donc vous voyez, il y a toutes ces contraintes qui font que l'État doit veiller à mettre en place une politique qui soit rationnelle. Bon, ça va se faire à un moment donné. Quand? Bon, c'est par étapes. Mais cette situation que nous avons, qui est de plus en plus intenable, ça existe aussi dans les grandes villes, en Asie. Bien sûr. Peut-être moins en Europe maintenant, avec une plus grande spécialisation des déplacements et de la mobilité, parce que les Européens se déplacent beaucoup plus par les transports en commun. Oui, qui sont beaucoup plus développés et mieux organisés. Et beaucoup plus confortables par rapport à nos transports en commun ici. Parce qu'ici, nous avons des systèmes de transport en commun qui sont encore assez archaïques. Et donc, il faudrait, tout cela doit faire partie d'une politique globale que l'État devrait mettre en place, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de mener une bonne politique de mobilité donc, au niveau des grandes villes dans nos pays. Ils y travaillent en ce moment. Oui, ils y travaillent. Il y a des jeunes entrepreneurs aussi qui travaillent. On a Wigo qui est un jeune entrepreneur qui lui permet justement de connaître les horaires des lignes de bus déjà, parce qu'on n'est pas au courant, un bus à quelle heure il passe, qui font des choses aussi sur cette mobilité urbaine. Et on y arrive de plus en plus. Je pense qu'il faut mieux qu'on en discute toujours. Et aussi d'intégrer les entrepreneurs à ces nouvelles villes qu'on souhaite faire, nous, de nos villes africaines, parce qu'on n'est certes pas des entreprises ou des économistes ou des professeurs autres, mais on a quand même une petite expérience et on est proche de la population. Donc, on peut avoir un avis aussi pertinent et qui permet aussi le changement. Oui, c'est important. C'est important. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce sujet et tout. Avant qu'on termine l'émission, j'aimerais qu'on parle du sujet de l'entrepreneuriat au féminin. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui entreprennent et donc on parle beaucoup d'entrepreneuriat au féminin, ce qui est en fait certaines facilitations pour les femmes entreprendre, on leur attribue certaines opportunités, certaines choses qu'on met à leur accès pour ça. Et le résultat, c'est que 62,9% des femmes qui entreprennent le font parce qu'elles ont l'opportunité d'entreprendre et pas par nécessité. Donc pourquoi est-ce que vous pensez que les femmes sont tant déterminées à entreprendre de nos jours? Plus que les hommes en tout cas, d'après les chiffres. Mais je pense que déjà, c'est culturellement. Déjà, dès tout petits, les femmes, déjà, on est dans une société patriarcale et que les femmes doivent pas se débrouiller, mais doivent, par exemple, quand on est petite, on va très vite aller au marché, très vite faire à manger, très vite s'occuper de ses petits frères. Et tout ça, c'est de la gestion. Ça, c'est de la gestion. Donc, on sait déjà entreprendre tout petite. Et nos mamans sont dans des GIE, sont dans des tantines, sont dans des associations. Donc, elles entreprennent également. Après, je pense qu'au départ, c'est par nécessité quand même. La plupart de nos mamans qu'on voit qui vont vendre au marché haut, c'est une nécessité plutôt qu'une opportunité. Ou sinon, alors, ce sont déjà pour les femmes aisées qui, elles, ont déjà les moyens et qui font pour un commerce en plus, pour se faire plaisir et d'être un peu plus libre, on va dire. Mais je pense que déjà, c'est par nécessité et que cette culture-là qu'on a déjà de toute petite où la jeune fille doit pouvoir savoir à se débrouiller seule et à gérer une maison. Gérer une famille, ça c'est entreprendre, c'est déjà une... Bien sûr, c'est toute une entreprise, la famille. Parce que toujours on a l'habitude de dire le ménage est toujours géré par la ménagère. Bien sûr. C'est-à-dire donc c'est la femme qui administre d'abord. Ouais. L'habitude que nous avons ici, les hommes vont chercher et vont venir donner, mais la gestion elle-même, l'administration, c'est les dames. Mais elles entreprennent beaucoup du fait même de la nature même de la vie sociale maintenant. Oui. Vous savez que la vie sociale a beaucoup changé au niveau donc, de l'esprit, comme elle a parlé tout à l'heure, au niveau de l'esprit du Sénégal. C'est-à-dire qu'avant, les femmes étaient dans l'attente en vue de recevoir les ressources du mari ou bien au niveau de la famille, du parent, etc. Mais de plus en plus, justement, la femme
doit entreprendre du fait que l'éclatement de la famille donc intervient ici et que la recherche de ressources financières, de ressources matérielles fait qu'il faut s'investir. Et ce qui fait que beaucoup de femmes se disent qu'elles vont se lancer dans des projets, surtout avec des systèmes de financement par tontine, au niveau de la cellule du quartier, ou bien par regroupement familial, etc. Ça permet donc de développer l'esprit d'initiative. Et je pense que c'est une très bonne chose que les femmes puissent entreprendre et essayer donc de développer cet esprit. Exactement. Et l'ouverture grâce à Internet aussi montre ce que les femmes d'ailleurs sont capables de faire et ce qu'elles font. Donc si l'inspiration. Exactement, on est inspiré. Nous, en tant que femmes, on n'a pas forcément de modèles de femmes, on ne voyait pas tous ces modèles de femmes africaines. On va voir plutôt européennes ou américaines. Et pourtant, il y en a, mais aujourd'hui, on a plus accès à ces modèles. Et grâce à Internet, on peut taper le nom de quelqu'un et se dire, voilà, qui était vraiment Aline Sitoé Diatta, qui étaient ces différentes femmes-là, de voir qu'il y a des présidentes femmes en Afrique, qu'il y en a ailleurs, et de se dire que voilà, nous, en tant que femmes, on est capable de réaliser des choses et qu'on peut le faire. Et c'est pour ça aussi, c'est bien, tant mieux. Et puis de plus en plus de femmes vont à l'école. Donc l'éducation est importante et on a de plus en plus de femmes également à des postes, à des cadres, qu'elles sont cadres et à des responsabilités dans les entreprises et prennent des décisions. Et ces décisions-là sont importantes parce que on ne regarde pas que les hommes, on regarde en général ce qui est bien pour nous, ce qui est bien pour les hommes et ce qui est bien pour notre famille. Exactement, exactement. Ben écoutez, j'aimerais qu'on finisse par chacun d'entre vous un message à la jeunesse, aux jeunes qui voudraient entreprendre. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se lancer? À quoi il faut s'attendre et comment commencer? Rapidement, très brièvement. Bon, un jeune qui veut entreprendre, il faut qu'il ait déjà un objectif dans cette entreprise-là qu'il veut lancer et puis qu'il puisse déjà avoir une idée donc, de ce projet, mais également avoir aussi la patience donc, de réussir dans la douleur, dans la contrainte et dans la rigueur. Et une fois que tout cela sera donc englobé et bien enregistré, ce jeune-là est parti pour pouvoir réussir quelque chose. Même s'il tombe une première fois, une deuxième fois, il pourra toujours se relever parce que, justement, la pertinence de son idée constitue déjà un objectif dans sa vie. Waouh, c'est une belle conclusion. Morgana, oui, très belle conclusion. Madame Morgana, en tant que femme entrepreneuse, comment motiver, inspirer les jeunes qui veulent entreprendre et leur dire la vérité aussi? Que l'entrepreneuriat n'est pas une chose simple, c'est pas facile. Quand on se jette dans l'entrepreneuriat, il faut y aller avec conviction. Il faut avoir un objectif, c'est important, et ne pas baisser les bras. Il y aura des moments toujours durs, ça c'est important de le savoir, et il faut savoir être accompagné. On ne réussit jamais seul. Il faut toujours avoir du monde autour, demander conseil, mais toujours garder ses propres idées et ses convictions, et travailler. On ne devient pas entrepreneur en ayant de l'argent et donner des idées. Il faut savoir travailler, il faut aussi savoir faire des échecs. Il faut savoir des échecs et d'en prendre des leçons. Ce n'est pas parce qu'on a eu un échec quelque part qu'il faut tout abandonner. Il ne faut pas abandonner quand on est entrepreneur et les échecs font partie. Si on réussit sans échec, c'est qu'il y a eu un problème quelque part et que l'échec sera très douloureux. Donc entreprendre, faisons-le parce que ça va pallier au chômage. Et ayez une expérience d'abord dans une entreprise. Voyez comment ça se passe, c'est important. Et une fois que vous sentez que vous avez des reins solides, lancez-vous. Allez-y, et le Sénégal en a besoin. L'Afrique en a besoin. Et le numérique est là, donc on peut faire plein de choses avec. Et voilà, ne loupons pas ce coche. Merci à vous. C'était excellent, ce partage d'idées, justement. Merci. Le Sénégal en a besoin, l'Afrique en a besoin. Vous avez suivi votre émission Idées, l'émission où nous menons des débats de fond sur la bonne forme. On vous donne rendez-vous prochainement.